Madame, Monsieur, bienvenue au sommaire de ce journal. Bientôt la création en Côte d'Ivoire d'une nouvelle catégorie d'établissements publics dénommée établissements publics hospitaliers. Ce projet de loi a été adopté hier pendant le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il s'agit de réformer le secteur de la santé. L'Agence Emploi Jeunes et l'Agence française de développement en formation, l'occasion pour les deux parties d'échanger leurs expériences pratiques. Objectif, améliorer la qualité de service de l'Agence Emploi Jeunes. Enfin, c'est une première sur le continent africain. Le Kenya accueille actuellement la 3e édition du One Planet Summit, réunion internationale sur les changements climatiques. Bonjour à tous. Le secteur de la santé va subir une réforme en Côte d'Ivoire. En effet, le Conseil des ministres, tenu hier en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi portant sur la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics dénommés établissements publics hospitaliers. Alors, quelle est la spécificité de ces EPH? Les explications dans ce reportage de Awa Touré. C'est un test qui sera soumis aux députés dès l'ouverture de la prochaine session parlementaire. Il s'agit d'un projet de loi portant réforme hospitalière avec pour innovation majeure la création des établissements publics hospitaliers EPH, des hôpitaux mieux gérés, capables d'offrir une prise en charge médicale adéquate aux malades. Ce projet de loi engage une réelle modernisation de la gouvernance, de l'organisation et du fonctionnement des établissements hospitaliers compte tenu de la faculté reconnue au EPH d'exercer suivant un mode de gestion privée. Ce modèle de gouvernance garantit la gestion optimale du patrimoine et la participation des établissements hospitaliers privés au service public hospitalier tout en garantissant son caractère social. Ce sont les CHU qui deviennent des EPH. Donc, il n'y a pas d'autres nouveaux établissements à créer, sauf les nouvelles constructions qui seront réalisées dans le cadre du plan national de développement sanitaire. Mais c'est vraiment un changement d'identité, un changement de mode de gestion de chacune de ces institutions. Pour le moment, le gouvernement a fait sa part et transmet le projet de loi à l'Assemblée nationale pour adoption. Et c'est seulement alors que le texte sera opérationnalisé. Le Conseil a également adopté un décret instituant désormais l'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les parcelles seront désormais dotées d'une seule immatriculation reconnue par l'administration foncière. L'IDU-FCI est un numéro alphanumérique d'identification fixe de 20 caractères générés dans le traitement des dossiers fonciers à attribuer à toute parcelle située sur le territoire national et qu'elle devra obligatoirement posséder en dépit des modifications apportées à sa consistance. Ainsi, les structures en charge du foncier dans chaque administration sont tenues de régulariser la désignation des parcelles entièrement immatriculées ou non dans un délai d'1 année. Cette mesure vise à mettre un terme à la juxtaposition des différents systèmes d'identification des parcelles et à établir une numérotation continue et unique des parcelles en vue de rationaliser et de sécuriser la gestion du foncier sur l'ensemble du territoire national. Afin d'éviter tout risque de dégâts liés aux inondations, le gouvernement opte pour la prévention. Le Conseil a instruit le ministre chargé de l'assainissement et de la salubrité et l'ensemble des ministères concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes pour dégager toutes les zones inondables des bâtis y existants et d'accélérer les procédures de passation des marchés de curage en vue du lancement des travaux de pré-saison 3 mois avant la saison des pluies. Le Conseil des ministres s'est également fait l'écho de la situation qui prévaut actuellement dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Relativement aux grèves dans le secteur de l'école primaire, il y a une reprise effective qui a été constatée sur toute l'étendue du territoire. Dans l'éducation secondaire,
La reprise, quoique mitigée, est effective. D'ailleurs, la ministre en charge est en négociation avec les syndicats pour que nos élèves puissent continuer à aller à l'école dans les plus brefs délais. Relativement au secondaire, la normalisation a été observée et les cours ont lieu, idem pour les examens. Et bientôt d'ailleurs, les enseignants iront en atelier avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur pour adresser certains points de revendication qui étaient inscrits dans leur liste. Autre point abordé lors de ce conseil, le niveau d'exécution du projet Sublime Côte d'Ivoire. Ce projet, destiné à valoriser le potentiel touristique ivoirien, va bientôt aborder la phase de recherche de financement. À noter également l'inauguration le 25 mars prochain à Abidjan du Centre régional d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition. Autre actualité nationale, le programme social du gouvernement pour la période de 2019 à 2020 et la question des filets sociaux productifs au centre des échanges entre la ministre de la Solidarité, Mariatou Koné, et les journalistes. Leurs entretiens se sont déroulés au quotidien Fraternité Matin dans la commune d'Adjamé. Le point avec Ahmed Traoré et Herman Guivet. 2 heures avec la presse pour passer au peigne fin les actions menées dans le sens de soutenir les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011. C'est l'exercice auquel s'est prêté Koné Mariatou, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Sujet également abordé, les filets sociaux productifs, ce projet du gouvernement pour lutter contre l'extrême pauvreté. Avec le concours, heureusement, de la Banque mondiale, qui est le partenaire principal sur ce projet, nous avons pu obtenir d'abord 25 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020 à partir de l'identification des pro-pauvres, c'est-à-dire les pauvres des pauvres. Nous allouons 12 000 francs CFA par mois à des ménages pour leur permettre de retrouver leur dignité, d'avoir le minimum vital pour vivre. Le bilan sur les dossiers en cours de traitement au sein de son ministère a également été présenté. Que nous prenions en compte d'abord, prioritairement, comme cela se fait au niveau international, dans le droit international, les personnes victimes d'atteinte à l'intégrité physique. C'est ce qui explique que nous privilégions, pour l'instant, les personnes décédées, et puis que nous prenions en charge intégralement les personnes qui ont été blessées physiquement ou mentalement suite à l'une quelconque de ces crises si des séquelles perdurent. Et pour cela, il a mis en place un fonds qui est le fonds d'indemnisation des victimes avec une dotation initiale de 10 milliards. Au terme de son exposé, la ministre Mariatou Koné a exhorté les journalistes à travailler dans le sens de la cohésion sociale. Le premier numéro du quotidien Fraternité Matin lui a été remis symboliquement par le directeur général de ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, des rencontres et actions en prévision des risques liés à la prochaine saison des pluies. La ministre de l'Assainissement, Anne-Désiré Ouloto, et le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, ont échangé hier avec les élus municipaux. Ces derniers ont été invités à une collaboration plus dynamique pour accélérer le processus de salubrité dans le pays. Grace Kando. La ministre Anne-Désiré Ouloto veut une collaboration plus accrue et efficace avec les instances dirigeantes des collectivités territoriales dans la gestion des ordures. Rencontre donc ce mardi pour échanger sur la question. Nous voulons que l'approche soit inclusive et participative, de telle sorte que nous puissions tirer les leçons des faiblesses du système passé et leur permettre d'avoir donc tout le matériel qui convient, mais à côté du matériel, l'encadrement technique qui convient avec la vision et l'approche opérationnelle, ce qui fera que toutes les villes de Côte d'Ivoire auront donc cette même chance d'être aussi belles et propres qu'Abidjan. Ils ont pris l'engagement de sensibiliser nos populations à avoir des réflexes citoyens. Et les maires de Côte d'Ivoire joueront leur participation pour être les véritables bras séculiers du gouvernement dans sa vision et dans sa politique de développement social et communautaire.
Des initiatives dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et des actions de sensibilisation et de déguerpissement des populations vivant sur les flancs de collines et dans les zones inondables sont menées. Au niveau d'Adjamé, nous avons déjà commencé avec le curage de tous les caniveaux de la commune. Et nous avons mis une équipe au niveau de notre service technique pour recenser tous les endroits à risque. Nous avons mis effectivement donc, des poubelles devant donc, des portes, des maisons, pour permettre effectivement aux gens donc, de ne plus verser partout et donc de verser donc, les déchets dans les poubelles qui ont été donc, installées au niveau donc, de différents quartiers. Pour rappel, une plateforme de collaboration entre le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a été signée en 2013 en vue d'une amélioration durable de la qualité de vie. On s'intéresse à présent à cette formation sur le blockchain. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations sécurisées. Plusieurs responsables de structures ont pris part à ce séminaire organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo. Elle est considérée par les acteurs du monde des TIC comme la deuxième révolution de l'économie numérique après Internet. La blockchain, cette nouvelle méthode de sécurisation et d'authentification des transactions, aurait le pouvoir de faire sauter bon nombre d'intermédiaires, avocats, notaires, banques. En Côte d'Ivoire, on a un grand problème de tout ce qui est le foncier. Sur les puces coutumières, le foncier, quelquefois il y a quelqu'un qui réussit à vendre un terrain à 10 personnes. Avec la blockchain, c'est impossible, puisque dès la première transaction, une fois qu'elle est validée, elle est cryptée, elle est connue de tous. Donc, à partir de là, on ne peut rien faire d'autre que de valider cette transaction. Les premières transactions, c'est autour de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous achetez des choses en Bitcoin, vous vendez des choses en Bitcoin, vous faites des dons, par exemple, à Wikipédia en Bitcoin, des choses comme ça. Ensuite, les entreprises s'en servent de façon générale pour baisser le coût des transactions. C'est-à-dire que le fait que je puisse faire des transactions programmables et pour pas cher et assez rapide avec des partenaires, y compris à l'international, c'est effectivement extrêmement intéressant pour ces entreprises. Si elle est enseignée aujourd'hui aux chefs d'entreprise ivoiriennes, c'est bien parce que cette technologie offre d'immenses champs d'exploitation. Les différents secteurs de l'économie ivoirienne pourront s'approprier cette notion-là déjà et ensuite l'intégrer dans leur business plan, dans leur stratégie, pour que demain, la Côte d'Ivoire soit en avance sur ces technologies en Afrique et que les retombées puissent se faire ressentir pour notre économie. La première blockchain est apparue en 2008 avec la monnaie numérique Bitcoin, dont les utilisateurs réalisent aujourd'hui près de 300 000 transactions par jour. Autre séminaire, celui organisé récemment par l'agence Emploi Jeunes en collaboration avec l'agence française de développement. Il s'agit pour les deux parties d'échanger leurs expériences pratiques pour améliorer la qualité de service de l'agence Emploi Jeunes. Moustapha Diaby. L'agence Emploi Jeunes, AEJ, se veut le guichet unique pour l'insertion des jeunes dans le monde du travail en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour être en adéquation avec les attentes de la jeunesse, l'AEJ veut renforcer ses capacités. Alors, une séance de formation sur la base d'échanges d'expériences entre l'AEJ et Pôle emploi, une agence française, s'est faite. S'ouvrir aux autres expériences afin de pouvoir donner le meilleur service à notre jeunesse. L'appui de Pôle emploi s'inscrit donc dans un vaste programme d'appui institutionnel à l'initiative de nos partenaires techniques et nos partenaires financiers, dont l'Agence française de développement. Pour Sabine Desclercq, coordinatrice de projet CE2D Emploi Jeunes, les nouvelles technologies sont indispensables pour la bonne marche des opérations. Utiliser les moyens de contact qu'utilisent les jeunes à aujourd'hui, les réseaux sociaux, à aujourd'hui, plus de 90% des jeunes utilisent leur smartphone, leur téléphone pour Facebook, mais pas pour la recherche d'emploi. Et du coup, il faut qu'on aille dans leur sens et qu'on utilise leur réseau pour qu'ils soient aussi, eux, les relais d'opinion. Un séminaire jugé enrichissant pour les participants. Il va permettre l'amélioration des offres de services. Le séminaire m'a permis de comprendre et connaître beaucoup de choses et ensuite de décider également, poser des problèmes et ensemble trouver des solutions. On a bénéficié des échanges, on a enrichi, on a fait des propositions, que tout ça soit traduit dans des mesures concrètes
qui vont permettre à l'agence employeur de proposer une offre qui pourrait permettre à nos jeunes d'être satisfaits de notre offre. Pour renforcer ses capacités, l'AEJ va bénéficier également de la méthode LAB, un concept qui consiste à aller à la rencontre des personnes concernées pour une coopération collective en vue de recueillir des données fiables. On faisait le point avec Moustapha Diaby et Grace Kando. Une stratégie pour lutter contre les infractions au code minier en Côte d'Ivoire. 64 agents assermentés de l'administration des mines ont bénéficié il y a quelques jours d'une formation en matière de procédure pénale. Les travaux se sont ouverts en présence du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi. C'est un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Ils ont prêté serment en octobre 2018 devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Ces 64 ingénieurs et techniciens supérieurs issus de l'administration des mines entament une autre étape dans leur cursus. Cette formation vient renforcer leur qualité d'officier de police judiciaire dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions dans le secteur des mines. Un secteur gangréné par plusieurs maux dont l'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin, s'entend, est une gangrène pour l'économie nationale. Donc il urgeait que le ministère se réveille, qu'une action soit menée pour apporter plus de vigueur à cette lutte-là. Les agents assermentés recevront les rudiments pour assurer le contrôle administratif et technique des activités en toute légalité. C'est un peu pour leur apprendre les techniques de rédaction des procès-verbaux qu'ils vont avoir l'habitude de faire, comme un peu les policiers ou les gendarmes, afin qu'ils soient outillés et que leurs documents vraiment passent facilement à la justice quand ça va nous être transmis. Faire du secteur minier un des principaux piliers de l'économie, c'est le pari du gouvernement ivoirien. Relever ce challenge nous oblige à garantir aux entreprises qui ont choisi de faire confiance à notre pays des conditions optimales de développement d'une exploitation minière. Un des principaux challenges concerne l'appropriation et l'application des instruments juridiques nationaux et internationaux par l'ensemble des personnels de l'administration des mines en charge du contrôle, du suivi et de la mise en œuvre du code minier. Cette formation, tout comme la prestation de serment des agents de l'administration minière, s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur minier. Le Conseil supérieur de la publicité en guerre contre l'affichage publicitaire anarchique. Plusieurs panneaux illicites ont été en effet détruits récemment dans le district d'Abidjan. À noter que cette opération touche également les panneaux à moitié détruits qui constituent des risques pour les populations et usagers de la route. Issa Yeo. Le ministère de la Communication et des Médias, via le Conseil supérieur de la publicité, CSP, veut assainir le secteur de la communication publicitaire en Côte d'Ivoire. Une opération de démantèlement des panneaux illicites est lancée dans le district d'Abidjan. Première escale, la commune de Port-Boué, dans le sens Anani, place Akwaba. Nous avons d'abord eu une opération de stickage des panneaux. Cette opération visait essentiellement à recenser tous les dispositifs qui avaient été implantés en violation des dispositions du décret de 2007 sur l'affichage publicitaire. Ensuite, la seconde étape, c'est de venir sur le terrain et démanteler tous les panneaux qui n'ont pas de propriété. Et qui n'ont pas de propriétaire, on les démantèle de façon systématique. Cette étape a été décidée de façon consensuelle avec toutes les différentes associations du secteur. Après Port-Boué, les communes de Koumassi et de Marcory sont visitées. Objectif, démanteler tous les panneaux publicitaires n'ayant pas de sticker. N'importe qui se lève et puis place un panneau publicitaire, il n'est pas régi, il n'a aucune société et il profite de ces panneaux-là, il fait une activité commerciale et publicitaire là-dessus. C'est interdit parce que c'est réservé exclusivement aux régies en affichage agréées par le Conseil supérieur de la publicité. 500 panneaux illicites sont concernés par cette opération qui va durer 2 semaines dans les 13 communes du district d'Abidjan. Depuis le début de l'opération, plus de 80 panneaux sont démantelés. Un atelier de travail sur la modélisation climatique et environnementale en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre a été organisée récemment par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On en parle avec Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan.
développer une recherche scientifique et une innovation technologique forte en Côte d'Ivoire. Cet engagement du gouvernement se traduit par des actions concrètes. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique initie des réflexions sur le thème de la modélisation climatique et environnementale en Afrique de l'Ouest. Le but, mettre en réseau les scientifiques impliqués dans la modélisation du climat, soutenir le développement d'applications et de services climatiques et promouvoir la qualité de la recherche. Le supercalculateur logé au Centre national de calcul va permettre de faire des simulations numériques dans des domaines variés. Des chercheurs viennent avec des données numériques, on crée des modèles et des modèles vont proposer par simulation des différents scénarios. En fonction d'un phénomène complexe soit-il, le supercalculateur nous dira comment pourrait évoluer ce phénomène, en sorte que, selon les différentes évolutions possibles du phénomène, on puisse être dans une attitude soit d'alerte, mais surtout de prévention. Cette cérémonie marque la mise à disposition du Centre national de calcul de Côte d'Ivoire aux entreprises nationales et internationales. Le supercalculateur est un outil d'excellence pour le développement économique de la Côte d'Ivoire et de toute la sous-région. Le centre dispose d'une puissance de calcul dont aucun pays d'Afrique au sud du Sahara ne disposait, excepté l'Afrique du Sud. L'ambition affichée est de permettre à notre pays et à toute la sous-région de développer un écosystème de référence en matière de simulation numérique. Si vous n'avez pas un appareil qui est suffisamment costaud, suffisamment puissant pour faire ces calculs-là, mais vous allez y mettre un temps fou. D'abord, même l'ordinateur ne sera pas capable de faire les calculs. Et s'il y arrive, mais vous allez mettre des mois et des mois pour avoir vos résultats. C'est là que le supercalculateur devient important pour nous parce que ça nous permet de faire des calculs vite et avoir nos résultats à temps. La modélisation climatique permet de comprendre le fonctionnement de la planète et les changements climatiques afin de prévoir l'évolution des phénomènes liés à la météo. Top départ aujourd'hui pour les activités marquant les journées carrières 2019 du ministère de l'Éducation nationale. Cet événement se déroule du 14 au 16 mars prochain au lycée Houphouët-Boigny et à l'université Bon Coulibaly de Korogo dans le nord du pays. Objectif, présenter les opportunités de formation, les offres d'emploi et le profil recherché pour les intégrations. Ami Sissoko. Aider les élèves, étudiants et déscolarisés à disposer d'informations dans le choix des filières de formation et des métiers. C'est tout l'enjeu des journées carrières. J'ai déjà participé à des journées carrières. Je partais pour chercher des informations pour me permettre d'avoir des orientations après mon bac. C'est mon ambition qui est être pétrolier. J'ignorais plusieurs choses, plusieurs informations concernant ce travail et le fait d'y participer m'a permis d'être motivé en tant qu'élève, et une fois j'étais à la maison, j'ai redoublé l'effort. La 7e édition des journées carrières nationales du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lieu du 14 au 16 mars dans la capitale du Poro, Korogo. Thème de cette rencontre, employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire, quelle stratégie de développement des compétences? Le président du comité d'organisation, le secrétaire général 1 de la préfecture de Korogo, Lansina Binaté et les différentes commissions s'activent. Tout est complètement prêt. Nous mettons juste la main aux dernières touches pour accueillir tous ceux qui sont invités aux journées carrières. Il y a une centaine d'entreprises attendues, aussi bien les entreprises privées que les entreprises publiques. Madame la ministre de l'Éducation nationale a donné des instructions fermes pour que ce soit vraiment des journées pleinement remplies et que toutes les informations sont données aux enfants, surtout pour les orienter vers l'auto-emploi et surtout vers l'entreprise privée. Ce sont tous les métiers du monde. Il s'agit des métiers, n'est-ce pas, de l'agriculture, des métiers de force de l'ordre, des métiers d'aviation, les ressources halieutiques. Ce sont tous ces métiers qui viennent, qui occupent, n'est-ce pas, des stands et qui expliquent aux enfants l'intérêt de choisir tel ou tel métier, telle ou telle carrière. Il est intéressant pour nous que tous nos enfants se donnent effectivement la chance de participer à ces différentes séances, n'est-ce pas, de formation et d'information. Au cours de ces journées carrières seront organisées entre autres conférences, panels et causeries débats au lycée Houphouët-Boigny et à l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo. Près de 100 000 visiteurs sont attendus.
Des équipements médicaux offerts récemment aux cliniques du diabète et de l'hypertension de Côte d'Ivoire. C'est une initiative d'un laboratoire pharmaceutique français. Ce don vient ainsi renforcer le plateau technique de ces cliniques spécialisées. Les détails avec Salima Toudia. 6,5% de la population en Côte d'Ivoire est atteinte de diabète selon le ministère de la Santé. À l'instar de cette maladie, on comptait 16 millions d'hypertendus dans le monde en 2010. 40 millions sont annoncés pour 2040. Ces deux maladies constituent un problème de santé publique. Se joignant à la lutte nationale, un laboratoire pharmaceutique a fait don de matériel et d'équipements sanitaires aux cliniques spécialisées dans le traitement de ces maladies. Le matériel qui a été remis, c'est un matériel qui va dans ce sens. Il y a du matériel de haute technologie qui permet de suivre l'évolution de l'hypertension artérielle chez les patients. Deuxièmement, c'est du matériel pour mieux gérer également les chiffres de glycémie au niveau des patients. Enfin, il y a tout un matériel de formation pour les médecins. Ce don, entre autres en électrocardiogramme, en microprojecteurs, tables et chaises, devrait renforcer le plateau technique pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Cet accord cadre va permettre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de bénéficier sur 3 ans du relèvement du plateau technique des cliniques de diabète et de l'hypertension, du renforcement des capacités du personnel médical et de la sensibilisation des populations sur la prévention du diabète. Permettez-moi d'exprimer encore une fois mon infinie gratitude et celle du gouvernement ivoirien pour votre soutien indéfectible qui va contribuer, à n'en point douter, à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au diabète et à l'hypertension en Côte d'Ivoire. Ce laboratoire pharmaceutique avait en 2012 réhabilité les cliniques spécialisées dans le traitement du diabète et de l'hypertension. Toujours en Côte d'Ivoire, les enfants souffrant de handicap, notamment le mutisme et la surdité, vont bientôt bénéficier d'une prise en charge sanitaire. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Padre Pio et du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest. Walter Amadou Ouattara. Une aide financière et du matériel de pointe. C'est la promesse faite à l'ONG Padre Pio par le RCDAO, Réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest. Un appui prévu pour contribuer à la prise en charge des orphelins et handicapés sourds-muets. Cette promesse est matérialisée à travers la présente signature de convention de partenariat entre les deux entités, des structures qui œuvrent pour le bien-être des couches défavorisées. La convention a été signée par Sidiki Sangaré, président Afrique du RCDAO, et Palumbo Vinenzo, président de l'ONG Padre Pio. Nous avons une maison d'accueil, nous avons un orphelinat, 2 villages pour les enfants handicapés et tout ça. Donc, avec RCDAO, on va agrandir un peu plus cette parcours de mesures d'accompagnement pour l'enfance et surtout pour l'enfant pauvre. Nous avons 2 enfants à Bonois, Sosoumien, donc cette convention va leur permettre de financer les hébergements, les prises en charge, les frais d'hospitalisation, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent entendre comme vous et moi. Cette ONG est basée à Bonois. Elle met à la disposition des personnes vivant avec handicap et des orphelins un centre d'accueil. En la matière, la Côte d'Ivoire s'est dotée de l'Institut des aveugles, un institut spécialisé dans la formation, la rééducation et l'éducation des handicapés visuels. L'ONG Padre Pio et le RCDAO comptent étendre leurs actions sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Enfin, une première sur le continent africain. Le Kenya accueille actuellement la 3e édition du One Planet Summit. Il s'agit de débloquer des financements en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, vendredi 15 mars, avec beaucoup de plaisir.